Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau talk dédié aux experts du marketing, un événement proposé par Areci avec Nomination et GetQuanti. Je suis Laurent Olivier et je suis ravi de vous accueillir pendant ces prochaines minutes. To be or not to be data, c'est la question qu'on va se poser ensemble maintenant. En tout cas, on va essayer d'y répondre tous ensemble et trouver des réponses concrètes à vos enjeux. Donc la data, au fil des années, est de plus en plus au centre de nos préoccupations. Avec les nouvelles contraintes liées au RGPD, c'est aujourd'hui l'utilisation des cookies qui pose aussi des questions, sans parler de Google Analytics, dont on a parlé ces derniers mois, dont on ne sait plus trop si on a le droit ou pas de l'utiliser. Voici donc l'agenda de notre échange avec nos experts ici autour de moi. Donc Iria Marquez, donc vous êtes directrice associée de Areci. Benoît Marcelin, bonjour. Vous êtes directeur général de Nomination. Et Xavier Polic, vous êtes le CEO de GetQuanti. Bonjour. Et donc, on va commencer directement par le premier point de notre agenda. Et donc, on va essayer de parler des CRM et de trouver des réponses. C'est clairement l'écrin dans lequel aujourd'hui on met toute la data, mais son rôle a fortement évolué au fil des années, puisqu'il est devenu plus intelligent et plus ergonomique. Aidez-nous, Iria, à trouver et à choisir le bon CRM. Oui, c'est effectivement, Laurent, vous avez raison, plus ergonomique, plus intelligent, mais pas forcément plus utilisé par les commerciaux. Alors, Défi. On va justement poser une question et donc on va faire une session interactive ensemble aujourd'hui. Et donc on va s'arrêter plusieurs fois pour vous permettre de répondre directement dans la zone qui est prévue dans la plateforme quand vous nous suivez en digital. Donc répondez à cette question ici. Quel est le plus grand défi que vous avez avec votre CRM? Parce qu'on est sûr que vous avez un défi avec votre CRM. Donc répondez A, mobilisation des commerciaux, B, la mise à jour des données, C, la synchronisation avec vos autres solutions Martech, D, les trois à la fois. Donc Iria, on vous laisse répondre. Et Iria, d'abord, expliquez-nous quels sont les critères qui font que l'on choisit tel ou tel CRM. Alors, il faut d'abord, effectivement, il y a plein de CRM sur le marché et ça se démultiplie encore. Ce qui est important, c'est de prendre le CRM qui correspond à ses besoins. Ça, on n'a pas besoin de nous pour le savoir, mais aussi qui correspond à sa culture d'entreprise. À la fois à la gouvernance, est-ce que c'est le IT qui a une emprise forte sur ces sujets? Est-ce que c'est plutôt l'équipe commerciale ou l'équipe marketing? Est-ce qu'on est dans une culture d'entreprise extrêmement agile, pas forcément super académique, mais où il faut aller vite même si on ne fait pas parfait, ou au contraire, est-ce qu'on est très méthodiste? Et donc nous, à l'agence, pour accompagner nos clients sur ce choix, on a défini 3 profils de clients qui sont les ultra agiles, on imagine bien. Là, il y a plein de solutions en SaaS évidemment, super light, parfois qui sont à peine plus qu'un agenda, qu'un logiciel d'agenda. Les autonomes, c'est-à-dire ceux qui veulent à la fois avoir un CRM qui permet, ce qu'on va voir dans le flux de cette réunion aujourd'hui, qui permet un certain nombre d'intelligences, mais sur lesquels il faut qu'on puisse avoir la main sans payer des 1000 et des 100 pour chaque modification. Et puis ce qu'on a appelé des académiques, c'est-à-dire que là, on a les best in class, les grosses solutions avec Salesforce qui aujourd'hui représente plus de 20% de part de marché. Il est le dernier arrivé de cela, mais il est majeur. Dynamics, évidemment, et puis les solutions, j'allais dire les vieilles, bon, les solutions historiques et puissantes que sont Oracle et SAP. Donc c'est ce qu'on voit là, effectivement, sur le schéma que vous nous avez préparé, qui permet de se situer, donc de choisir. On peut chacun se poser là-dedans. Et donc, j'ai posé la question à Benoît. Vous, chez Nomination, révélez-nous quel CRM vous utilisez, mais en fait, plus sérieusement, qu'est-ce que vous voyez chez vos clients comme tendance? Je ne savais pas, mais nous sommes académiques. Désolé. Donc nous, on a fait le choix depuis maintenant plus de 10 ans d'utiliser Salesforce. Pourquoi? Parce qu'on a souhaité avoir un outil qui puisse accompagner la croissance de l'entreprise et qui puisse être un outil de structuration des process. Et clairement, c'est ça qui nous a orientés là-dessus. Aujourd'hui, alors je ne veux pas me faire plein de copains chez les éditeurs, mais il y a peu de différences fonctionnelles entre les CRM. Alors évidemment, il y a quelques catégories de choses qu'on peut ou ne pas faire entre les plus petits et les plus gros, mais sur un usage classique, objectivement, il y a peu de différences. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment 2 types de CRM chez nos clients. Il y a ceux qui sont utiles et utilisés, puis il y a les autres.
D'accord, c'est une belle image. Et ceux qui sont utiles et utilisés, c'est souvent des outils qui ne sont pas à l'informatique et des outils qui vivent de la data. On va en revenir, c'est un vrai point de douleur. Vous êtes commercial, vous ouvrez votre CRM, vous avez à l'intérieur que des vieux clients, des vieux leads et que personne n'a jamais mis à jour votre CRM, vous refermez votre CRM et vous réouvrez votre agenda et votre carnet d'adresses à Outlook. Si à l'inverse, vous avez un CRM sur lequel vous avez des insights, sur lequel avant d'appeler un prospect potentiel, vous avez un historique propre, vous avez les coordonnées du nouveau directeur marketing, étonnamment, vous allez l'utiliser. Bon, on va y revenir, c'est un peu le cœur de notre débat, comment on fait en sorte que ce CRM soit alimenté avec de l'information pertinente, à jour, et qui aide les commerciaux. Peut-être la même question à Xavier Polic chez GetQuanti. Oui, alors racontez-nous un peu votre vie expérience CRM. Alors la vie du CRM chez GetQuanti, on en est à notre 3e CRM, donc on a un petit peu d'expérience en partant du Salesforce, mais ancienne version. Avant, ça a mu dans le cloud, ou en tout cas dans sa nouvelle version. On est passé par Agile CRM, qui était un indien pas très cher, mais un peu limité, et surtout sur des fonctions d'automation d'ailleurs, parce qu'on verra que le CRM, il y a différentes fonctions. Et aujourd'hui, on est sur HubSpot. On voit que chez nos clients, c'est quand même une grosse tendance sur les PME. D'une part parce qu'il commence gratuit, donc c'est quand même intéressant. Il est quand même très ouvert, très connecté, et il a effectivement cette ergonomie qui, on va dire, fonctionne mieux avec des jeunes populations. Donc dans l'univers des startups, c'est un outil qui est quand même bien prisé. Alors on voit donc, merci pour cette photographie qu'on a pu partager aujourd'hui. Et donc Iria, l'enjeu, donc on vient de le voir, c'est certes avoir le bon outil, mais surtout qu'il soit à jour. Et donc comment on peut collecter régulièrement de la data pour faire en sorte que sans se noyer, le CRM soit à jour? Alors oui, se noyer, c'est facile. C'est mettre tout ce qu'on a dans les tiroirs, partout, des bases de données qu'on trouve à des endroits avoués ou inavoués. Et puis, comme disait Benoît, on se retrouve avec une base qu'aucun commercial n'a envie de regarder parce qu'il sait déjà qu'il ne va pas faire de business avec. Donc, 3 choses super importantes pour bien utiliser son CRM et faire qu'il soit utile. 3 choses du côté marketing. Moi, je me place exclusivement de ce côté-là. La première, elle est structurante et structurée. C'est justement de structurer sa data et de la structurer partout où elle est collectée ou traitée. Une évidence, mais qui en même temps est souvent écornée, c'est que quand on a un CRM, quand on a une plateforme de marketing automation et quand on fait des formulaires de collecte de leads, eh bien, il faut que les champs dans ces 3 points soient de même nature, de même taille, de même format. Enfin, c'est technique, mais il faut que ce soit les mêmes, de façon à ce que la donnée puisse bien aller de la captation jusqu'à l'endroit où elle doit arriver sans être abîmée. Ça, c'est la base, et pourtant, encore une fois, elle est souvent mise à mal. La deuxième règle, c'est de démultiplier autant que possible les endroits de captation de leads. Souvent, on fait un site, on a mis un formulaire de contact, un formulaire d'abonnement de newsletter, et on se dit, chouette, ça va capter du lead. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, notamment pour la 3e raison, qui est qu'il faut penser à capter du lead de différentes chaleurs. S'abonner à une newsletter, c'est chaleur glaciale, quoi. C'est le premier pas. Remplir un formulaire de demande de contact, c'est au contraire le dernier pas vers l'acte de vente. Entre les deux, on fait quoi? Bien, on pense à son parcours sur un site ou à ses landing pages sur du marketing automation pour aller capter des gens qui sont à des états d'avancée différentes, de façon à ce que le marketing automation nourrissent ceux qui sont les plus hauts dans le funnel, dans le parcours d'achat, et que les commerciaux puissent traiter humainement, manuellement, ceux qui sont les plus engagés. On regarde la réponse à notre question, donc, qui était effectivement quel est le plus grand défi. Donc globalement, vous avez répondu les 3, et à égalité avec la mise à jour des données. Donc on veut dire que les 3 problèmes avec en plus la mise à jour des données qui est encore un peu plus un focus. Donc c'est très bien comme enchaînement parce qu'on va parler de ce sujet de la mise à jour des données avec Benoît. Et donc on va effectivement répondre à la question, c'est comment régulièrement, dynamiquement, comme on l'a dit, on met à jour son CRM et comment Nomination concrètement peut aider à faire en sorte que cette data soit qualitative et pertinente. Et peut-être avant de commencer... On peut poser la question flash, effectivement, sur la data. Donc, alors, à votre avis,
Quel est le taux d'obsolescence naturelle d'une base de données CRM sur 12 mois? Donc réponse A, pareil, vous répondez en dessous sur la zone sondage 10%, proposition B 20%, proposition C 30% et proposition D 60%. On partage vos réponses aussi juste après la réponse de Benoît. Donc comment fait-on? Alors déjà, on ne se contente pas de fouetter les commerciaux en leur disant « vous avez l'obligation de mettre à jour votre CRM ». De temps en temps, on croise des organisations qui trouvent intéressant de mettre, par exemple, des objectifs quantitatifs au remplissage du CRM en disant bah, « toi, commercial, tu n'as pas ton objectif du mois si tu n'as pas créé au moins 152 comptes, 138 contacts, etc. » C'est rarement une bonne nouvelle et c'est rarement une solution pérenne parce qu'on est dans une logique de quanti. On remplit, on remplit, on remplit. Et on verra, le sujet, c'est pas tant d'avoir beaucoup de data, mais d'avoir de la data actionnable. Donc, premier point, certes, les commerciaux doivent être responsabilisés, mais globalement, on sait que ça ne marche pas, on sait que ce n'est pas quelque chose de pérenne et ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut vraiment capitaliser. Donc, aujourd'hui, il existe des tas d'outils qui permettent de faire de la veille data, c'est-à-dire qui permettent d'aller mettre des capteurs pour aller récupérer tout ce qui est data dynamique. Donc, là, ça peut être chez Nomination, nous, ce qu'on fait, c'est suivre le mouvement des décideurs dans leur parcours professionnel. Donc savoir que Pierre, qui était responsable administratif dans une filiale de Total, a eu une promotion au sein du groupe, dans une autre entité, voire a quitté Total pour aller chez Carrefour, c'est des informations que l'on capte et c'est des informations qu'on est capable de réinjecter dans le CRM. Et donc c'est ce qu'on voit même là. Exactement, là c'est très concrètement, c'est une toute petite capture d'écran d'un module de mise à jour automatique qu'on est capable de poser dans des CRM. Alors, plutôt des CRM un peu costauds, hein, c'est plus difficile avec des CRM un peu trop low cost, sur lequel nous on est capable de dire, avec une fraîcheur d'au moins une fois par an, cette personne, où est-ce qu'elle en est? Est-ce qu'on confirme qu'elle a toujours le même job? Est-ce qu'elle a eu un changement de poste en interne? Est-ce qu'elle a changé de job? Ou est-ce qu'on sait simplement qu'elle a quitté sa boîte et on ne sait pas encore où est-ce qu'elle est arrivée? Et avec un niveau de granularité, hein, comme on voit dans la capture, exactement, qui permet de se dire poste en interne, les changements d'entreprise, et on peut choisir automatique maintenant. Exactement. Et comme ça, vous avez, on va dire, un filet de sécurité, une routine qui, toutes les nuits, tourne et s'assure qu'il y a un minimum d'update qui est fait pour éviter les cas où, y compris sur des comptes clients, vous voulez appeler le N+1 ou le N+2 de votre interlocuteur et vous vous rendez compte qu'en fait, vous ne connaissez pas ou vous connaissez le mauvais. Et objectivement, ça la fout un peu mal. Donc aujourd'hui, il existe des outils à la fois sur de la data entreprise, à la fois sur de la data de contact. Il y a des outils qui, par exemple, vont automatiquement capter les échanges de mails d'un commercial avec son interlocuteur pour aller récupérer la signature mail et réintégrer les éléments de la signature mail dans le CRM. Bref, aujourd'hui, il y a des tas d'outils technologiques qui permettent finalement d'aller capter cette data et de la matérialiser automatiquement dans le CRM avec ou pas de la validation utilisateur. Après, chacun ses règles du jeu. Et donc, l'objectif, on est bien d'accord, une fois que cette donnée elle est dans le CRM, c'est de créer des règles, des triggers, comme on appelle ça souvent, pour qu'on parte à l'action et à l'activation commerciale ou marketing. Donc, tout le sujet, c'est effectivement mettre à jour de la data en automatique, ça a un coût certain. Et si vous le faites que pour faire de la data, alors, vous faites plaisir si vous êtes administrateur CRM responsable de la data. Si vous êtes en charge d'un budget et d'un ROI, c'est moins sympa. Par contre, de la data qui se met à jour, ce n'est pas juste technique. En fait, c'est des signaux de business, très clairement. Et là, par exemple, on a illustré un process assez simple qui consiste à être capable d'identifier l'arrivée d'un nouveau, par exemple, un nouveau directeur sur votre prospect. Chez nous, par exemple, c'est des nouveaux directeurs commerciaux. On sait que quand un nouvel directeur commercial arrive dans une boîte, il se passe toujours quelque chose. Et donc, c'est chez nous, pour Nomination, un signal de business. Et donc, on va aller tirer le fil en se disant, tiens, il vient d'où? Il vient d'un client plutôt intéressant, il vient de quelqu'un qui n'est pas encore client. En fonction, je vais ajuster mon scénario relationnel. Et puis surtout, je sais qu'il vient de quelque part. Donc, dans son ancienne entreprise, il se passe aussi quelque chose. Et donc, d'un signal tout simple, un nouveau directeur commercial arrive dans une boîte, je suis capable de déclencher en fait 2 scénarios relationnels de prise de contact. Et globalement, tout le sujet et toute la mission de Nomination, c'est de se dire la data c'est bien, mais c'est surtout un levier d'activation business. Et c'est ça en fait tout l'enjeu, c'est de passer d'une logique annuaire, base de données, DSI, à une logique business. Le CRM, business. Exactement, le CRM, c'est d'abord et avant tout
le cœur de l'activité business d'une entreprise et comment la data peut aider ce business. Et c'est tout le sujet. Et Ria, donc, dans les CRM qu'on a vus précédemment, donc, Benoît a dit que c'est plutôt ceux qui sont un peu plus en haut du graphique qu'il faut choisir, c'est ça? Oui, milieu et haut, oui, effectivement. Plus on est dans des solutions simples, plus effectivement, d'une part, on ne peut pas forcément adapter au process au buyer journey, si tu veux. Et d'autre part, effectivement, moins ils sont connectables. C'est du standalone. Et quand c'est du standalone, ça ne peut être qu'une solution provisoire parce qu'on perd tout l'intérêt de ce ping-pong marketing et sales qui fait la force de ce duo-là. Et la valeur du CRM. Et la valeur de ce qu'il y a dans le CRM. Alors on va répondre, on va partager la réponse. Merci de votre participation. Mais j'ai une dernière question, Benoît. Donc ça veut dire que globalement, les commerciaux, ils n'ont plus besoin de tenir à jour le CRM, il est tenu à jour automatiquement? Non, les commerciaux ont besoin de tenir on en rêve, mais les commerciaux ont besoin de qualifier les interactions. C'est la valeur, enfin, être capable de dire en quelques mots ce qui s'est passé sur un compte, ce qui s'est passé dans un entretien commercial, dans une conversation, c'est là la valeur. Par contre, s'assurer que l'adresse est à jour, que le CRM il est bon, que le poste est à jour, ça, c'est quelque chose qui est automatisable. Par contre, récupérer l'intelligence commerciale et la partager, là, pour le coup, non, évidemment, les commerciaux ont un rôle majeur dans la performance du CRM. Alors, 62% des personnes qui nous suivent ont dit que l'obsolescence de la base de données, c'est 30% par an. Et ben, ils sont parfaitement bien renseignés. C'est ce qu'on observe, effectivement. Bravo à vous. Pourquoi 30%? Parce qu'il y a deux phénomènes qui jouent sur l'obsolescence dans CRM. Le premier, c'est les contacts, le mouvement des personnes. Et on estime que, globalement, en France, 20% des cadres changent de job chaque année. Donc, si, globalement, 20% des données deviennent obsolètes chaque année. Donc ça, c'est le premier socle. Et au-dessus, vous avez à peu près 10% des data entreprises qui bougent. Des entreprises qui se rachètent, des entreprises qui se développent, qui changent de nom, des entreprises des fois qui meurent aussi. Et donc, quand vous cumulez les deux, vous avez donc ce taux d'obsolescence de 30%. Alors 30%, on peut dire ça va, c'est pas très grave. Ça veut simplement dire qu'en 2-3 ans, votre CRM, vous le prenez, vous le jetez. Si vous avez pas tout recommencer. Il faut tout recommencer. Et je pense que Xavier pourra témoigner que changer de CRM, ça ne fait pas partie des projets d'entreprise les plus intéressants que l'on ait. C'est consommateur, c'est compliqué, les passerelles entre les outils sont toujours délicats et on a tous un enjeu de garder l'historique intelligent. Donc changer de CRM, c'est pénible. Donc faites en sorte d'activer votre CRM d'aujourd'hui plutôt que de rêver au CRM de demain. Surtout qu'on peut aller encore plus loin avec ces données intelligentes qui sont dans le CRM et on peut donc rajouter de la donnée comportementale liée à une navigation sur le site web, les fameux cookies first data comme on les appelle, et donc on arrive encore à être plus performant dans les campagnes marketing en personnalisant les messages et en les adressant au bon moment. Donc c'est ce que fait GetQuanti. Oui. Est-ce que Xavier, est-ce que c'est possible de nous en dire un peu plus et concrètement nous expliquer là encore, comme l'a fait Benoît, un exemple, un cas? Oui, bien sûr, et c'est aussi dans l'articulation de cette donnée et du CRM que je vais concentrer le discours. On a vu qu'on avait de la donnée, des contacts à jour grâce aux différents systèmes de nomination qui nous permettent de le mettre à jour, mais que la valeur, c'était d'enrichir cette donnée déjà avec les interactions. Et c'est la mémoire, en fait, ça devient vite la mémoire de l'entreprise, des interactions avec les prospects, avec aussi un bémol qui est que on sédimente, on accumule et on finit par avoir un CRM qui a beaucoup d'informations, mais dont seule une partie de la base est réellement active. Et la meilleure manière de détecter si un client ou un prospect s'intéresse à vous en ce moment, c'est de regarder ce qui se passe sur le site web, parce que c'est là où on va pouvoir capter finalement tout le résultat de toutes les actions marketing qu'on fait par ailleurs, parce que assez naturellement, les gens vont revenir, que ce soit après un webinaire ou autre, ils vont finir par revenir sur votre site web. Et donc tout l'intérêt de GetQuanti, c'est d'identifier ces entreprises et de les coupler avec le CRM pour pouvoir effectivement, d'une part, on va dire trier l'information en se disant voilà parmi l'ensemble de ma base, voilà les prospects ou les clients actifs, et également enrichir avec, comme tu le disais, de la donnée comportementale, détecter avec l'intelligence artificielle un peu le niveau de maturité et faire en sorte de bien collaborer avec les outils type marketing automation un peu fin pour
concentrer l'effort sur la partie de la base qui vit, en fait, et tout l'intérêt. Donc, le cas Nibelis que je vais citer est intéressant. C'est une entreprise qui a un CRM parfait. Donc, j'ai rencontré l'entreprise avec le CRM parfait, c'est-à-dire une base syrétisée à 100%, ultra bien mise à jour, et avec une batterie d'une quinzaine de personnes qui, à l'année, un call center dédié à appeler tout ce qu'il y a dans le CRM. Donc on peut se dire, voilà l'entreprise qui a le système parfait, parce qu'ils sont sur un marché, ils font des logiciels RH qu'ils connaissent parfaitement depuis des années. Donc leur stratégie, c'était de faire ça. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont confrontés à ce qu'on vit tous, c'est que le commercial qui fait sa routine, soit de manière, sur l'année, ils vont prendre voilà, la première et la dernière, soit de manière un peu plus intelligente. Le dernier qui a appelé a dit ça serait bien de rappeler dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois, mais lui c'était aussi un peu du pifomètre. Donc finalement on finit par appeler toujours les mêmes et au mauvais moment. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a croisé cette action qu'ils ont continué à faire avec ce qui se passait sur le site. Et c'était très intéressant parce qu'on voyait que quand un commercial avait appelé et puis c'était pas le bon moment ou c'était pas le bon interlocuteur parce qu'il avait changé depuis l'année dernière, nous on voyait arriver sur des pages ultra sensibles, quasiment des demandes de devis, des entreprises qui dans le CRM étaient taguées comme il n'y a rien à y faire ou on verra l'année prochaine. Et on voit bien que si on ne couple pas finalement ce qu'on a comme données historiques et ce qui se passe dans la vraie vie, on finit par tourner en rond ou louper les opportunités. Donc, GetConti avec couplé au CRM, c'est utiliser sa propre puissance, son site web, pour finalement redonner de l'information extrêmement importante dans ton CRM, le retrier et faire que les commerciaux ou les actions marketing se concentrent sur vraiment des prospects qui ont une chance d'aboutir. Et donc ce qu'on voit sur le schéma, hein, c'est à gauche effectivement donc la capacité d'identifier de GetConti. Les couleurs, c'est pour dire qu'il y a la segmentation qui va être faite. On va qualifier le niveau de chaleur, c'est-à-dire le niveau d'intérêt automatiquement en fonction de ce qu'on observe. Et puis on va effectivement finalement reprioriser les actions commerciales ou les relances à partir de cette information. Et donc ça va permettre de vraiment identifier la data pertinente à identifier. Donc on va poser la question qu'on avait préparée pour vous et après on reviendra sur les KPI parce qu'on va voir la différence. Mais justement, à votre avis, quelle proportion des données présentes dans votre CRM sont pertinentes pour activer des campagnes? On laisse quelques secondes pour répondre, mais effectivement, quand vous avez mis ça en place chez Nibelis, ce qui est intéressant, c'est de voir les différences entre avant et après. C'est ça. Et les performances, elles sont finalement très, très mécaniques en fait. À partir du moment où on appelle un client quand c'est le moment de l'appeler, ça marche mieux. Donc ça veut dire qu'en fait, les rendez-vous vont être... On a triplé le nombre de rendez-vous. On a, en termes de volume également, par rapport à ce que tu décrivais, Iria, où si on se contente juste des formulaires remplis, on capte 10% des opportunités. Donc on multiplie par 10 le nombre de leads réellement intéressants à travailler au niveau commercial. La joignabilité augmente. C'est un vrai sujet pour les équipes de prospection, c'est la joignabilité qui structurellement baisse. Mais quand on appelle un client sur lequel c'est un sujet, il y a plus de chances de réussir à le joindre. De tomber au bon moment. Et on a même effectivement obtenu des résultats en termes de vente qui sont supérieurs à du formulaire spontané. Et donc ça, c'est aussi intéressant. Pour nous, c'est un vrai changement structurel lié à la data, à l'IA. C'est qu'il est plus rentable aujourd'hui de prendre contact spontanément vers les prospects avant qu'ils aient rempli un formulaire, dès lors qu'on le fait correctement. Ça apporte plus de performance que finalement d'attente qui se manifeste. On donne la réponse ? Alors, je vais juste partager effectivement ce que vous nous avez dit. Hein. Vous êtes 45% à nous dire que le bon chiffre, c'est 15%. Bravo. Donc, effectivement, vous avez une bonne vision ou vous êtes allé plonger récemment dans votre CRM, je ne sais pas. Mais donc, effectivement, à la question... Donc, 85% de votre CRM, c'est de l'histoire. Qui peut être intéressant de conserver, mais on peut concentrer sur 15% de la valeur du CRM en le faisant bien. Alors, pour mettre tous ces outils en place, toute cette logique et cette mécanique marketing et commerciale, souvent on nous pose la question autour de des nouveaux enjeux liés à la réglementation. Hein. On va parler dans cette dernière partie CNIL, RGPD, Analytics, parce que clairement, il y a des nouvelles exigences réglementaires et il faut savoir se positionner. Donc, Iria, je pense que c'est une question qu'on vous pose régulièrement en termes de rendez-vous. Donc, quelle est un peu la bonne position à adopter? Alors, de façon générale, il faut savoir qu'il y a la RGPD, qui est européenne, qui concerne, qui couvre ou qui protège les citoyens européens. C'est une question de citoyenneté, pas de zone géographique, d'une part. Et d'autre part, il y a la CNIL.
Alors, la CNIL, elle a deux attitudes complémentaires. Elle est porteuse de l'application, elle est responsable de l'application de la RGPD au niveau de la France. Et la CNIL a dit, en matière de B2B, ce qui importe, c'est que ce qu'on émet comme message auprès d'une cible soit cohérent par rapport à la fonction de la cible. Si c'est le cas, il n'y a pas besoin de consentement préalable. La CNIL a cet aspect, cette règle un peu de pratique qui veut que, oui, il faut protéger les people, même en B2B, mais oui, il faut que les entreprises puissent continuer à faire du business si elles sont de bonne foi, je veux dire, si elles respectent leurs interlocuteurs. Donc, il y a une exception française. Pas besoin de consentement préalable quand il s'agit d'email notamment. Consentement préalable quand il s'agit de cookies. C'est maintenant totalement instauré parce que les sites sont perméables B2B, B2C, qu'on essaie de protéger le B2C. Et puis il y a le sujet Google Analytics évidemment. Donc, on a compris, hein, Benoît, vous confirmez, sur les emails, la règle. La règle, c'est faut être pertinent dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous envoyez un message qui traite de sujets RH à un DSI, vous pouvez, si vous adaptez le discours. Par contre, si vous n'adaptez pas le discours et que vous adressez la mauvaise personne dans une organisation, vous n'avez pas le droit. Donc, un vrai enjeu de savoir à qui vous parlez. Un deuxième enjeu, c'est de respecter toutes les bonnes pratiques, les liens de désabonnement. Je pense qu'on reçoit tous encore des mails de prospection dans le dur, comme on dit, et on voit bien que c'est automatisé et on voit bien qu'il n'y a pas de lien de désabonnement. Et ça, c'est juste pas possible. Et puis, il y a un troisième point qui est l'origine de la data. C'est pas parce qu'il n'y a pas de consentement préalable que vous pouvez utiliser n'importe quel fichier tombé du camion, récupéré on ne sait pas trop où. On sait tous aujourd'hui qu'on a une tentation, une possibilité assez facile d'aller un peu piller LinkedIn pour faire un peu de scrap et récupérer des fichiers un peu moches, pas chers, mais surtout pas chers. Ça, c'est clairement quelque chose qui est juste pas possible. Un, parce que quand vous faites ça, vous êtes à l'encontre des CGV de LinkedIn. C'est une première infraction. Deuxième infraction, vous ne collectez pas la donnée de manière loyale. C'est quelque chose, c'est un concept très très fort du RGPD, c'est d'être loyal. C'est-à-dire que quand vous collectez de la donnée, il ne faut pas le faire à l'insu des personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut un consentement, un opt-in, un double opt-in, etc. Mais il faut être clair. C'est tout le sujet d'ailleurs avec les cookies. C'est pourquoi on en est arrivé à quelque chose d'un peu plus dur. C'est que en vrai, c'est extrêmement compliqué de savoir ce qui se passe. Il ne faut pas tromper, effectivement. Exactement. Donc, être droit dans ses bottes, loyal, et avoir un message adapté, et permettre facilement aux gens d'exercer leurs droits, et notamment leurs droits d'opt-out. Il est bon de rappeler les fondamentaux à tous ceux qui nous suivent. Donc ça, c'était pour l'email. Les cookies, Xavier, je propose qu'on fasse le même exercice. Qu'est-ce qui est aujourd'hui possible, pas possible? Alors, effectivement, depuis le e-privacy, qui est on va dire le complément du RGPD, et depuis, je crois que c'est en mars ou mai, donc on est tous passés au consentement. Donc il a fallu qu'on mette tous normalement, tous ceux qui nous écoutent, on a dû mettre un gestionnaire de consentement, en tout cas une pop-up qui arrive à la première visite pour demandant d'activer ou d'autoriser la collecte de données. Et donc évidemment, il faut se conformer à cette réglementation. L'avantage, en fait, quand on travaille sur son site web, c'est qu'en fait, on maîtrise le discours. On peut faire de l'opt-in amélioré. On peut, et également avec des techniques comme celles qu'on utilise nous, qui sont cookieless, donc qui vont se baser essentiellement sur l'adresse IP. Ça nous permet en fait d'avoir une couverture plus large et d'être notamment sur les aspects analytics moins contraint que toutes les histoires qu'on entend aujourd'hui. On va peut-être y revenir sur les Google Analytics ou autres. Mais globalement, en B2B, lorsqu'on s'intéresse à l'entreprise, on travaille sur une notion de comportement de la personne morale et non pas de l'individu. Et c'est ça aussi qui rend en B2B les choses plus faisables. C'est que dès lors qu'on travaille sur un comportement global et qu'on ne stocke pas les données associées à des individus, on a un peu plus de liberté. Voilà, c'est là où on voit qu'il est intéressant aussi de travailler sa first data, ces cookies, parce que effectivement, on n'échange plus les cookies comme on pouvait le faire précédemment, les cookies tiers, etc. C'est ça. Aussi une notion de loyauté et d'éthique, et donc il est encore plus intéressant de bien travailler, de retargeter sa data, etc., etc. Et effectivement, on termine par le sujet, comme vient de le dire Xavier, autour de Google Analytics, qui est un peu le sujet du moment. Iria, donc, qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire? Alors, juste avant de répondre à votre question, moi, je voudrais juste alerter les personnes qui nous écoutent sur deux petits pièges assez fréquents. Benoît parlait d'emails sans lien de désabonnement. Évidemment, on en trouve encore. Mais on trouve aussi des emails avec des liens de désabonnement qui ne désabonnent pas. Donc moi, je conseille vivement à ceux qui nous écoutent d'aller vérifier, de faire le test eux-mêmes, parce que parfois, c'est un peu piège. Et puis, il y a un deuxième... Juste peut-être complément, parce que ça, je le vois souvent, et même chez nous, c'est compliqué.
on désabonne en général sur le système de désabonnement, mais on a du mal à propager cette information sur d'autres systèmes à connect. Et ça, c'est moins facile à faire. D'où la nécessité d'un preference center. Exactement. Et le deuxième piège, effectivement, il est un peu du même ordre, c'est qu'aujourd'hui, il existe plein de petits moteurs de ce qu'on appelle de la CMP, du Cookie Management Platform, qui sont censés respecter les règles. Hein. Donc, pour rappel, il faut un consentement actif. Oui, je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Pas tacite. Mais il y a des petites plateformes qui, en fait, captent une partie des cookies avant même qu'on dise oui ou non. Et donc, évidemment, vous vous doutez bien que c'est interdit. Donc, bien vérifier le CMP qu'on choisit. Donc ça, c'était pour compléter effectivement sur Voilà, l'aspect des désolée. cookies. On répond à l'analytics. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait? On en change? C'est la panique? C'est pas la Google panique? Analytics, alors on a tous vu hein, l'actualité, la CNIL épinglant Google, le grand Google. Il faut se dire que d'une part, c'est un sujet qui a été épinglé dans le cadre du B2C et d'acteurs du B2C qui ont une grosse exploitation de la donnée, une grosse collecte de données, des données qui sont parfois très très personnelles. D'une part, nous on est dans le B2B et c'est un autre sujet confère ce qu'on vient de se dire sur la loyauté, sur le fait qu'on est dans le cadre business. Il faut pas oublier que Google, évidemment, ne peut pas rester comme ça, se faire trucider par la CNIL et passer à autre chose. Donc Google est en train de travailler sur des data centers en France et en Europe, mais notamment en France, pour épargner ce problème. Et puis enfin, il existe évidemment des solutions alternatives. Nous, notre sentiment, c'est qu'il n'y a pas une grosse urgence, il n'y a pas un coup près, une guillotine qui s'approche de toutes les entreprises B2B, mais néanmoins, c'est une responsabilité de DPO et de services juridiques. Et moi, je ne suis pas du tout en mesure d'arbitrer de ces choix-là. Et donc, s'il y a besoin de faire, au moins momentanément, de couper le robinet de Google Analytics, il existe aujourd'hui des solutions tout à fait fiables, ça c'est important, qui hébergent en Europe, parce que certaines sont même recommandées par la CNIL pour le fait qu'elles sont cookie compliant, mais pas qu'elles hébergent les données. Donc bien faire attention, encore une fois, aux choix qu'on fait en la matière. Donc en conclusion, ce n'est pas la panique, mais il faut quand même être certain qu'on adopte les bonnes pratiques et qu'on fait ça avec professionnalisme, quel que soit le secteur d'activité. Et peut-être le point qu'il faut mettre en avant, c'est que les règles ne sont pas aussi limpides que ça. Nous, évidemment, le sujet de la privacy est un sujet qu'on adresse avec beaucoup de clients. On a la chance d'avoir plein de clients prestigieux, des filiales françaises, de grandes structures internationales, des cabinets d'audit, des grands éditeurs de logiciels mondiaux, qu'ils soient américains ou allemands d'ailleurs, ils ont le même niveau d'exigence. Et on voit bien que la traduction opérationnelle de ce qui est possible ou pas possible, c'est quelque chose qui est éminemment un choix d'entreprise et un arbitrage entre la perception des règles, les objectifs business qu'on se donne, et c'est l'équilibre que l'on trouve. Et objectivement, c'est un équilibre que chaque entreprise doit définir avec un niveau d'exigence qui lui est propre. Et effectivement, il y a des impondérables, évidemment, mais ensuite, et on croit certaines entreprises qui peuvent aller très loin et qui vont faire même de la surinterprétation de RGPD, notamment des entreprises qui sont très drivées par les équipes compliance. Je pense par exemple aux banques ou encore une fois aux entreprises américaines qui sont capables de mettre des barrières beaucoup plus fortes que ce qui est vraiment nécessaire côté RGPD. Et des entreprises qui nous expliquent que même en B2B, il faut de l'opt-in préalable et que sans opt-in, elles n'ont pas le droit de contacter les personnes. Donc on leur dit, Du double opt-in, pardon. Voilà, comment on fait? Et bon, après, on trouve des solutions pragmatiques, mais objectivement, il faut se dire que les règles sont malheureusement pas aussi limpides que ça et qu'il y a une grosse part d'interprétation qui rend le sujet particulièrement pas évident à traiter. Merci, c'est un sujet aussi passionnant, même ce sujet juridique dans le marketing. Donc merci à vous qui nous suivez à distance. Donc si vous voulez en savoir plus, les experts qui étaient avec moi aujourd'hui sont là pour vous répondre. Donc merci Iria Siboni-Marquez, vous êtes donc associé chez RSI. Merci Xavier Polic, donc vous êtes le CEO de GetQuanti. Et merci Benoît Marcelin, vous êtes le directeur général de nomination. Merci aussi aux équipes du Studio Victoire qui nous ont accueillis pour ce talk et à très bientôt pour un nouvel atelier dédié au B2B. Merci Laurent. Merci et au revoir.